que si 20 ans plus tard il reconnaît une erreur, peut-être que dans 20 ans il reconnaîtra une erreur qu'il fait aujourd'hui, comme nous tous d'ailleurs. Maintenant, donc ça n'éclaire pas le débat de dire que nous ne sommes pas ce que je veux dire, c'est qu'on va avancer sur d'autres sujets. Peut-être que sur d'autres sujets, vous faites des erreurs et que vous reconnaîtrez dans 20 ans. Oui, moi aussi. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'apologie des traîtres à la patrie. Peut-être que dans quelques années, je fais l'apologie des vous serez vous-même un traître à la patrie. Moi, je fais d'ailleurs, dans ce bouquin, votre trahison est là. Ah, c'était avant d'en parler, alors j'attends. La négation, on va terminer sur l'instant, c'est bien. Mais il ne faut pas faire des ruses comme ça. Non, mais c'est pas des ruses. Je vais vous dire, ça m'étonnerait ce que vous dites. Oui, mais ça m'étonnerait que vous vous réjouissiez beaucoup de ce que je dis, parce que mon objectif n'est pas de rétablir le patriarcat et la domination des femmes, mais d'abattre le capitalisme. C'est la raison pour laquelle... C'est de la démagogie. Non, c'est vous le démagogue, parce que tout ce machin, c'est un truc de Mélenchon. Tu vois, mon pote? Exactement. Pas de psychanalyste de bazar. Mélenchon, c'est un type. Ça veut pas de psychanalyse. Et deuxièmement, on parlera des femmes si ça vous plaît, parce que c'est le capitalisme qui a aboli le patriarcat. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Vous n'avez pas lu Christophe Arlage. Mais est-ce que vous avez lu Marx qui dit que le capitalisme a des aspects progressifs? Mais le capitalisme a les structures traditionnelles. C'est ça qu'il y a dans ce bouquin. C'est le regret du patriarcat. C'est le râle du mal à la gauche. C'est ça ce livre. Monsieur Attal dit qu'il ne connaît pas Monsieur Chalençon hier. Ce matin, Marlène Schiappa dit qu'elle a été invitée, que Monsieur Attal a reçu un carton par Monsieur Chalençon. Le même jour, dit que tout ça était finalement un poisson d'avril. Donc forcément, il y en a au moins un des trois qui ment, et il y en a, à mon avis, plusieurs dans ceux-là qui mentent. Donc on aimerait savoir lesquels. Je pense que vous avez raison et qu'il faut que rapidement M6 nous dise quels sont les ministres, le ou les ministres qui sont impliqués dans cette histoire. Mais encore une fois, ce n'est pas le principal problème. Ce qui choque les gens, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait des ministres. Ce qui choque les gens, c'est qu'alors qu'il y a de la pauvreté dans notre pays à un tel niveau, il y ait un tel étalage de richesses par certaines personnes dans des restaurants. Madame Thévenot. Sur votre deuxième point, ce qui choque énormément, c'est que on oublie que la grande majorité, si ce n'est l'ensemble des Français, parce qu'en fait on parle d'épiphénomènes de quelques-uns, mais qui sont très graves, effectivement, la grande majorité des Français fait preuve d'une extrême responsabilité depuis le début de la crise. Tout à fait. Et la crise est extrêmement grave pour les étudiants, mais également pour les restaurateurs. Les restaurateurs qui n'attendent qu'une chose, pouvoir ouvrir. De voir ça, c'est extrêmement dommageable, ça fait mal et c'est inadmissible, incompréhensible. Mais vous dites pas les riches, là on a affaire à des comportements isolés. Non, c'est pas que ça. Non, parce que vous dites pas les riches d'une manière générale. Oui, tout à fait, pas les riches d'une manière générale. Non, mais moi je vais vous donner des exemples. Parce que vous avez d'autres exemples. Revenons sur. Bien sûr, j'ai d'autres exemples sur la pandémie. Le groupe Total, par exemple, a versé 50 millions d'euros. Là, vous parlez pas de dîner clandestin. Vous mélangez tout. Non, je vous propose d'élargir le débat sur l'égoïsme des riches. Mais le groupe Total. Attendez, l'égoïsme des riches. Vous avez un problème de toute évidence à le nommer. Moi non. Le groupe Total, par exemple, a versé 50 millions d'euros pour les soignants dans le cadre des aides pendant la pandémie pour l'aide au déplacement, les chèques essence, voilà, ça s'appelait. Pendant le même temps, ils ont versé 1,8 milliard d'euros de dividendes, 36 fois plus pour les ultra-riches de notre pays. La question de la levée des brevets sur les vaccins, même chose. Il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'on n'a pas assez de vaccins et des entreprises vont faire du profit. Pfizer, on parle de 15 milliards d'euros de profit pendant qu'il y a des gens qui meurent. Voilà ce que c'est l'égoïsme des riches. Voilà ce dont on doit parler maintenant. Alors voilà le séparatisme dont ils sont coupables. Alors moi j'aimerais bien savoir demain, si vous voulez qu'on dérive sur le sujet. Encore une fois, je condamne ces dîners et ces événements. Si un ministre, il n'y a pas de débat. Il doit démissionner. Bien sûr, il doit être irréprochable. Donc, sur ça, c'est clair. Maintenant, à partir de combien on est riche? C'est-à-dire que demain, la France insoumise est au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à partir d'un certain niveau de revenu, vous n'êtes plus français. Prenez vos clics et vos claques et débrouillez-vous. On peut être tout à fait français quand on accepte de contribuer à l'impôt. Il ne faut pas généraliser. Toute société que vous avez nommée paye des impôts aussi. Il ne faut pas généraliser, monsieur. Non, mais généralise absolument pas. Si, la lutte des classes et les riches d'un côté. Je pense qu'être milliardaire est immoral. Oui, ça, je suis complètement d'accord. On n'est pas milliardaire sans s'enrichir sur le dos des autres. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que vous entendez par riche? Milliardaire, déjà, c'est beaucoup d'argent quand même. Donc... Quand même qu'aujourd'hui il y a une colère dans le pays qui est terrible parce que on est quand même dans une situation qui est particulièrement grave. Les dîners, ce qui se passe en ce moment n'est pas anodin. On est quasiment à 100 000 morts en France du Covid. Et je suis entièrement de ton avis. Mais regarde, on peut se vous voyez, monsieur Chalençon. Nous, on n'a jamais dîné ensemble. On n'a jamais dîné ensemble. J'aimerais bien, vous êtes sympathique. Mais je suis pas sûr d'accepter des dîners dans des palais parce que voyez-vous, attendez, laissez-moi parler 30 secondes. Et je ne fais pas payer les gens quand j'invite les gens chez moi. Parce que voyez-vous, pendant que
des personnes se réunissent, peut-être 20, peut-être 40, peut-être 200, on ne sait pas, dans un palais pour manger des plats luxueux à 220 €. Dans ce pays, il y a des étudiants qui vivent depuis quasiment un an confinés dans des chambres de 9 mètres carrés. Il y a des gens qui crèvent de faim en France aujourd'hui. Donc c'est normal qu'il y ait une colère. Lorsqu'on se rend compte que les ultra-riches... Je suis le premier à aider ces gens-là. Pierre-Jean, laissez finir Aurélien Lecoq. Quand on se rend compte que les ultra-riches, que le petit milieu parisien est sans doute mélangé là-dedans, peut-être des politiques, des hommes d'affaires, des stars de télé-réalité, passent du bon temps en se gavant de nourriture très chère, pendant que dans ce pays, il y a des millions de personnes qui crèvent de faim. Aujourd'hui, il y a 10 millions de pauvres en France. Les étudiants font la queue pour pouvoir avoir à manger dans des banques alimentaires. C'est ça la situation du pays. Donc oui, il y a une colère quand on voit ces images. Vous avez entièrement raison et je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne peux qu'acquiescer par rapport à ce que vous dites. À part que les paniers, je vous en dis pas. Dans la rue Vivienne, les gens qui j'ai mangent un dans les certain nombre paniers, de c'est vous. SDF, de garçons à qui je donne de l'argent, à qui je donne à bouffer. Ça, je ne le dis pas. Et je suis aussi, vous savez, je suis désolé, monsieur Chalençon, mais personne ne peut vous croire. C'est ceux qui ont la chance d'avoir des revenus ce matin. Parce que lorsque l'on voit les images, lorsque l'on voit tout ce que vous nous racontez, lorsque vous pleurez sur votre sort en nous disant que vous n'arrivez pas à vous en sortir, lorsque vous nous dites que le Palais Vivienne est finalement un petit endroit, que vous vivez presque dans un petit appartement qui serait mal isolé, rendez-vous compte de la fracture que cela crée avec le monde réel. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui dorment dehors. On a des patrons qui mettent la clé sous la porte et qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Je dois y aller, mais... Juste, non, mais c'est intéressant ce qui passe. On avait dit... Attends, je passe sous un tunnel, là. Allô. Deux autres invités, cette union de la gauche, vous la sentez possible? Il va falloir faire fi des ambitions individuelles aussi. Écoutez, tout ça est un peu pathétique. Finalement, ce sont les naufragés de l'élection de 2017 qui se sont réunis entre eux. Non, mais regardez. Enfin, je veux dire, vous avez soutenu François Fillon. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Bah non, mais je veux très bien. Alors nous, on a des choses à dire, alors on va poursuivre. Très bien, ça veut dire, on va parler des choses sérieuses. Parce que si union de la gauche, il doit y avoir... Non, David Lyon, on va avancer parce que... Ces gens se sont massacrés entre eux pendant 5 ans, et là, ils viennent me donner des leçons d'unité. C'est quand même la meilleure. Vous êtes en train de vous bouffer en permanence. Moi, je ne parle pas d'unité. Comment il t'a défoncé? Il y a quelques jours, jeudi dernier précisément, à l'Assemblée, vous étiez extrêmement remonté. C'est le jour où il y a eu ce fameux débat sur les nouvelles mesures annoncées pour la crise sanitaire. Le monarque présidentiel, meilleur virologue de France, paraît-il, et meilleur ami de la modestie, est apparu hier soir à la télévision et il a décidé au nom d'un nous qui pose problème. Est-ce que vous êtes toujours en colère, Jean-Luc Mélenchon? Non, ne me caricaturez pas. Et vous, est-ce que vous êtes toujours aussi flambi que vous êtes là? Non, c'est la vie. Vous avez raison, vous posez la bonne question, qui va payer? Et finalement, des options, il n'y en a pas 10, il y en a 2. La première, c'est effectivement d'organiser le remboursement de cette dette. Et donc, ça va nécessiter des sacrifices supplémentaires pour les Françaises et les Français. D'ailleurs, le gouvernement a commencé. Il met en place la réforme de l'assurance chômage. Peut-être demain va-t-il remettre sur la table la réforme des retraites en disant aux Françaises et aux Français, bon, bah, vous avez galéré pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, vous allez galérer pendant 20 ou 30 ans parce qu'il va falloir payer. Ou il y a une autre solution, et c'est pas seulement la France Insoumise qui le propose, monsieur. Elle est proposée, soutenue par des États dans le monde, des économistes, qui disent, il y a une possibilité d'annulation de la dette Covid, et ça passe par le fait que 20% de la dette de la France aujourd'hui est dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne fait de la création monétaire, donc contrairement à ce que vous dites, personne ne va se retrouver floué ou lésé, personne ne sera pas remboursé. Mais on lisse sur 100 ans, 150 ans, on fait ce qu'on appelle la dette perpétuelle, par exemple, pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de rembourser cette dette et qu'on ne soit pas condamné pendant maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire encore des sacrifices pour payer une dette dont on n'est pas responsable. Les Françaises et les Français ne sont pas responsables de ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans. Et donc je considère que ce n'est pas à eux d'en payer le prix. Ce serait une faute politique de ne pas rembourser la dette, parce que si aujourd'hui on peut justement emprunter et financer et soutenir les Françaises et les Français, protéger l'économie de la façon dont on le fait avec autant de force et autant de vigueur, c'est justement parce qu'on a une signature qui est crédible. Et on est crédible parce qu'on s'engage à rembourser notre dette. Imaginez que demain on dise à toutes celles et ceux qui nous ont prêté, au fond on ne remboursera pas cette dette. Parce qu'on peut trouver des stratagèmes, comme l'explique la France Insoumise, pour ne pas la rembourser. Imaginez qu'une nouvelle crise advienne. Vous pensez réellement que celles et ceux qui aujourd'hui prêtent à la France honoreraient de nouveaux prêts? Moi, je ne le crois pas. Et donc, le sérieux de la France, c'est d'honorer sa signature, mais les gens ne seront pas remboursés, remboursement, et c'est de cette façon-là qu'on est crédible sur la
Vous faites semblant de ne pas avoir Non, compris ce que j'ai dit. Je ne vous dis pas que des gens qui nous ont prêté aujourd'hui ne vont pas être remboursés. C'est pas la proposition que je fais. J'organise une annulation par la création monétaire. Ça a déjà été fait dans l'histoire. Vous parliez vous-même de dette de guerre tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses? Il y a eu des processus d'annulation de dette. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il y avait une dette qui était tout simplement pas soutenable. Et y compris les économistes, y compris les dirigeants de ce monde considéraient que c'était nécessaire de le faire. On sera capable de la rembourser. Eh ben, vous direz ça aux gens qui vont galérer, tirer la langue pour la payer pendant 20, 30, 40 ans. Moi, je suis pas sûr qu'ils en aient envie. Évidemment, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin en voyant qu'il y avait une légère modification de l'article 15 de cette proposition de loi initiale qui prévoit qu'un policier à la retraite puisse cumuler intégralement des rémunérations dans le secteur privé, de la sécurité privée en l'occurrence, à la différence de tous les autres fonctionnaires. Extraordinaire, quel privilège! Je vois que le collègue Jean-Michel Fauvergue, finalement, s'assure une retraite des plus intéressantes. Il faut quand même le dire, il y est censé avoir un registre de déport à l'Assemblée nationale, quand on peut être soi-même concerné par une mesure, pour ne pas la voter et dire « attendez, ça pourrait me concerner, je me mets à l'écart ». Bon, je vois que la déontologie n'est pas le cœur finalement de ce texte. Et c'est bien malheureux. S'il vous plaît. Je vous fais un rappel au règlement ensuite, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un rappel au règlement sur la base de l'article 58 du règlement. Je vois que M. Bernalicis s'est surpassé aujourd'hui en attaque personnelle, mais vous êtes mal renseigné, vous m'avez déjà dénoncé une première fois au Canard enchaîné, ça n'a pas été efficace. Je vais vous donner les éléments d'explication, M. Bernalicis. Je suis policier, j'étais policier, je suis à la retraite en tant que policier, et contrairement à ce que vous dites, j'ai déjà, depuis 3 ans, le droit de cumuler. C'est inscrit dans la loi. Donc, n'attaquez pas, s'il vous plaît, M. Bernalicis, attaquez le texte, arrêtez d'attaquer les gens, parce que c'est votre système d'interprétation de la démocratie, à vous, M. Bernalicis, et à vous, la France insoumise, que d'attaquer directement les gens et de les dénoncer, et en particulier de les dénoncer à tous les journaux pour les traîner dans la boue. Vous êtes des extrémistes, M. Bernalicis, et vous avez été mauvais, et vous êtes un extrémiste. Non, au titre du même article, c'est tout à fait scandaleux d'avoir des attaques ad hominem contre un collègue, des attaques de cette nature, et je demande simplement aux collègues de la France insoumise de présenter leurs excuses. Ça les changera un peu. Je vous remercie. Bien, nous revenons au fil de nos débats. Monsieur Bernalicis, c'est quoi? Attendez. Vous intervenez pourquoi? Pour un rappel pour présenter mes excuses, Monsieur le Président. Je m'excuse d'avoir pointé du doigt une situation de conflit d'intérêts. Vraiment, vraiment ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Jean-Luc Mélenchon, qu'y a-t-il de positif selon vous dans les mesures prises par le gouvernement de Jean Castex en matière de soutien à ces entreprises? Je vous suggère de le demander au porte-parole du gouvernement. Pourquoi? Parce que vous avez dû entendre dire que je suis président d'un groupe d'opposition. Ouais. Donc si vous voulez trouver des trucs positifs, il y a les journalistes et les représentants du gouvernement. Ouais. Donc que pensez-vous de ces mesures, alors chômage partiel? Question de Marjorie sur l'application Inter. Peut-on justifier la présence de Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud en pleine épidémie alors que les Français sont confinés et n'ont pas le droit de voyager à plus de 30 km de chez eux? C'est incroyable, je vois que... Énormément de questions là-dessus Oui, aussi. bien sûr, mais parce que je vois que énormément. Les quelques chiens de garde macronistes se sont bien évertués, comme à chaque déplacement international de Jean-Luc Mélenchon, d'en parler. Alors, je vais vous dire une chose, Jean-Luc Mélenchon, il est président d'un groupe parlementaire, d'accord, membre de la commission des affaires étrangères, et il est invité notamment en Bolivie, là
vous le savez, la Bolivie a porté la question de l'eau devant l'ONU. Il est invité dans le cadre du 22 avril de la Journée de la Terre. Il va prendre la parole devant le Parlement andin pour traiter d'une question qui, je l'espère, vos auditeurs la trouveront fondamentale, de la levée des brevets sur le vaccin pour faire du vaccin un bien commun de l'humanité. Et par ailleurs, sur la question sanitaire... Tout le monde a de bonnes raisons de bien voyager. Sûr, mais Nicolas Demorand, si ce n'est qu'on ne le fait pas, vu qu'il y a une pandémie et que les frontières sont fermées. Nicolas Demorand, les responsables politiques doivent continuer à faire de la politique. Et d'ailleurs, j'observe que tout le monde se soucie de la question sanitaire et peut-être même de la santé de Jean-Luc Mélenchon, et je vous en remercie. Mais il est dans un pays où l'épidémie circule moins qu'en France. Il est dans un pays qui a fermé ses frontières. La Bolivie a fermé ses frontières avec le Brésil avant la France. Et quand Jean-Yves Le Drian, il y a quelques jours de ça, Jean-Yves Le Drian est en Inde où l'épidémie circule beaucoup plus et explose, je ne vois pas que les gens s'en soucient et disent qu'il y a un problème sur des déplacements internationaux. Donc, pas de problème pour vous, notamment j'adresse j'adresse ce message aux membres de la majorité. Quand la France va atteindre 100 000 morts de l'épidémie de Covid, je ne crois pas que le problème ce soit les déplacements internationaux de Jean-Luc Mélenchon, et la majorité ferait bien de balayer devant sa porte. François Ruffin, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du gouvernement pour faire face à cette épidémie, des dernières décisions notamment annoncées cette semaine par le chef de l'État? La quoi? La stratégie du gouvernement face à l'épidémie. Vous avez dit la quoi? La stratégie, en tout cas, ce que le gouvernement expose comme sa stratégie. Non. Vous avez bien compris, François Ruffin. Vraiment, excusez-moi, mais stratégie et gouvernement, c'est un oxymore parfait. Vous savez, souvent, vous dites que la France insoumise représente la France. Alors, juste pour mettre les choses à leur place, vous représentez 7 millions de personnes sur 47 millions d'inscrits votants sur 67 millions de Français. Alors, dans un cas, il en manque 40 millions par rapport aux inscrits et 60 millions par rapport aux Français. Bon, moi, j'appelle pas ça représenter la France. Alors, j'ai juste une question, en fait. Croyez-vous qu'en étant par défaut contre tout, et même contre les bonnes idées, c'est un comportement de responsable pour gérer un pays? Alors, vous allez me dire que oui, car cela vous permet de faire du populisme. On est d'accord avec ça. Mais croyez-vous que notre pays n'a pas besoin d'autres attitudes de responsable pour s'en sortir plutôt que du populisme de bas étage? Hop, ça c'est cadeau. Vous pouvez répondre à Thierry, voilà. Bon, Thierry, vous avez des convictions très très ancrées, je les respecte. Mais parlons du fond, parce que pour le moment, j'ai jamais dit que j'étais la France, c'est pas le sujet. Je ne sais pas où vous avez entendu nous dire ça. Par contre, nous faisons entendre une voix. Je suis dans l'opposition. Moi, je vote contre parce que je ne suis pas d'accord avec des choses que propose le gouvernement. Position un peu trop systématique, c'est ce que dit Thierry. Je sais pas, faudra en discuter avec Thierry. Qu'est-ce que c'est qu'il fallait que je soutienne, par exemple? Si je comprenais que vous me disiez ça, c'est bon, ce que propose le gouvernement, vous avez tort d'avoir voté, très bien. Et moi, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas voté favorablement. Mais je peux vous donner un exemple. Mais je vous en prie. Je peux vous donner un exemple de la discussion qui vient de se passer sur le plateau en direct. Alors, vous étiez contre, c'est-à-dire qu'en gros, ce que fait le gouvernement ou ce que fait un riche, parce que vous appelez ça les riches maintenant, ce que fait un repas est formellement interdit parce que c'est un scandale, parce que c'est un truc entre riches. Par contre, une manifestation sans masque, les journalistes sur le plateau ont eu mal n'ont pas réussi à quelque part à vous faire dire que c'était tout aussi inacceptable. Et un Jean-Luc Mélenchon qui soutient des gens qui manifestent sans masque, mais c'est totalement inaccessible, c'est pas responsable, monsieur. C'est pas responsable, c'est pas digne de quelqu'un qui se veut homme d'État. C'est un exemple concret. À l'instant, vous n'avez pas pu dire que ce qu'a dit monsieur Mélenchon Thierry, on ne parle pas de ce que fait le gouvernement ou ce que je suis amené comme parlementaire. Par contre, oui, je vous dis qu'il est plus choquant que des gens fortunés se retrouvent dans un restaurant privé pour payer 400 € le repas, que des jeunes gens à Marseille qui font un carnaval et qui, par ailleurs, je souhaite plutôt qu'il y ait des protections et des masques. Si pour vous, c'est la même chose. Là, de ce point de vue-là, Thierry, je pense que symboliquement et politiquement, ça n'est pas la même chose. En quoi c'est plus choquant? Juste répondez-moi, en quoi c'est plus choquant par rapport à la maladie et la transmission de la maladie? Mais je vous ai dit qu'il fallait mettre des masques. Mais vous voyez pas comment, lorsqu'on est fortuné, lorsqu'on est un responsable politique, il faut donner l'exemple? Ça ne vous choque pas que M. Hortefeux, qui est ancien ministre de l'Intérieur... Répondez aux Français des questions claires. Vous êtes d'accord que ce qu'a dit M. Mélenchon est inacceptable? Non mais bon, bref, là on tourne en rond. Comme député, vous dites... Non, vous m'avez pas répondu. Pourquoi mais ça fait 3 fois que je vous réponds. Qu'est-ce que je dis? Oui ou non? Non mais à part ça, est-ce que oui ou non, ce que dit Jean-Luc Mélenchon est inacceptable et on remerciera Thierry? Mais écoutez, là... Enfin bon, bref, la discussion tourne en rond. Moi, je vous dis qu'il faut mettre un masque durant les rassemblements. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas diffuser le virus. Je vous l'ai dit. Par contre, je pense que dans ce pays... On ne peut pas diviser un pays. On ne peut pas gérer un pays en divisant le pays. Bien quoi, je le divise? On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Thierry,
Pardon. Vous pensez pas que ce qui divise le pays, c'est qu'on a pris 1 million de gens supplémentaires sous le seuil de pauvreté depuis 2017 ? Vous pensez pas que le fait qu'il y ait une minorité de gens qui n'a jamais été aussi riche en France en raison des politiques fiscales injustes, c'est ça qui divise le pays ? Vous pensez pas que ce qui divise le pays, c'est qu'on n'a pas ouvert un seul lit de réanimation depuis 2017 et le début de la crise ? Je suis d'accord, ça devrait Thierry. vous mettre en colère. Moi, là-dedans, j'essaie de faire entendre une voix. Peut-être que je fais pas bien le boulot, mais j'essaie de faire entendre une voix qui dit il n'est pas normal que nous ayons supprimé, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes. Ça ferait 4 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas ouvert un seul lit de réanimation. Regardez-le là. Ça devrait vous mettre en colère. Alors peut-être que je fais pas assez bien le boulot, je peux comprendre, on n'est pas parfait. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a eu tort de s'énerver devant un policier qui l'empêchait de rentrer devant son local. Mais ce qui mine le pays, ce qui le fracture, c'est qu'il y a 10 millions de gens, Thierry, on est d'accord là-dessus, 10 millions sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et que ça ne cesse de se creuser. Alors qu'à l'inverse, vous avez les principales fortunes de ce pays qui n'ont jamais été aussi riches et qui ont vu même leur fortune augmenter sous la crise du Covid. Thierry, si on est d'accord là-dessus, agissons là-dessus, arrêtons de perdre du temps sur des questions secondaires. Ce pays que nous aimons, vous et moi, il est en train aujourd'hui de se disloquer. Et la crise du Covid est un immense révélateur des inégalités. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai peut-être tort, mais j'incriminerai pas de la même façon un pauvre bouc ou un gamin de 20 ans qui fait un carnaval plutôt que quelqu'un de fortuné qui va s'enfermer dans un appartement chic pour payer un repas à 400 €. Voilà ce que j'ai à dire. A fortiori, si je découvre qu'un ancien ministre de l'Intérieur a participé à un de ces repas, ça me met en rogne et je pense qu'en plus, c'est une étincelle qui peut faire exploser le pays. だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズマジ殴り。On aide les commerçants qui sont fermés, on aide les restaurateurs, on aide les familles qui gardent les enfants avec le chômage partiel, on aide les intermittents. Ce troisième... disons les choses comme elles sont. Ah, bon, loin de là. Ah bah alors. Mais ce troisième confinement va coûter 15 milliards d'euros. Oui. C'est le quoi qu'il en coûte jusqu'au bout. Non, mais ce n'est pas vrai, quoi qu'il en coûte. C'est pas vrai. C'est une occasion que s'est donnée le président de distribuer de l'argent à un certain nombre de gens qui ne le méritent pas, qui se sont gorgés d'impôts, de crédits impôts recherche et qui n'ont rien recherché. La preuve, il n'y a pas de vaccin. Qui se sont gorgés de faveurs pour leurs investissements et qui n'ont pas investi. La preuve, eh bien, des entreprises continuent à fermer. Non, ce n'est pas vrai. Et puis quoi, monsieur Toussaint ? Écoutez, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Pas vous, mais quelle serait l'alternative ? Ne rien faire? Non, bien sûr. Personne, je pense, n'aurait le culot de dire « on vous a donné assez, maintenant, taisez-vous, restez tranquilles les gens, sages à la niche ». Non. Écoutez-moi, il faut mieux faire, c'est-à-dire organiser, planifier, prévoir et arrêter de réagir au jour le jour en fonction des événements qui arrivent. Donc, premièrement, autre chose que le confinement, réfléchir en se disant qu'est-ce que je peux faire pour éviter le confinement. Alors ça veut dire les horaires de travail disjoints, ça veut dire la réouverture des commerces avec des distances sanitaires, les salles de spectacle, ça veut dire sur le plan traiter les gens correctement et soigner. Vous avez entendu parler de progrès dans les soins? Non. Vacciner, donc ouvrir à tous les vaccins, accompagner, c'est-à-dire arrêter ce tumulte, ce désordre, ce chaos insupportable qu'il y a dans l'éducation nationale où M. Blanquer est certainement aussi dangereux que la Covid à force. La blague est valide. François Ruffin, vous ne consentez plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appelez, je ne sais pas moi, à sortir dans la rue. Tout à fait. Vous appelez à ouvrir les terrasses de restaurants. Vous appelez à ouvrir les musées, les théâtres, les cinémas. Déjà, je l'ai fait avec mon collègue Sébastien Jumel dans la ville de Dieppe, puisqu'on a organisé un événement citoyen dehors, nous dit le gouvernement. Et je pense qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Oui, il faut que les citoyens aillent dehors. Là, on a fait du cinéma dehors, on a fait des concerts dehors, on a fait du théâtre dehors. Vous appelez à redescendre dans la rue. Oui, et vous savez, regardez ce qui s'est passé là, en Suisse. Une bonne nouvelle. Moi, je viens vous apporter des bonnes nouvelles, Monsieur Bourdin, ce matin. Elles sont rares, donc j'espère que vous allez les accepter. Je regarde ce qui s'est passé dans le Jura. La petite ville de Moutier a été rattachée au canton de Jura en Suisse. C'est pas une grande nouvelle, mais 3000 personnes sont sorties dans la rue. Elles ont fêté ça, elles étaient heureuses. Et on pensait qu'il y aurait un pic derrière de Covid. Et les épidémiologistes constatent qu'il n'y a rien du tout. Antoine Flau, qui n'est pas le plus des rigolos dans les épidémiologistes, il dit sur les 130 millions de cas qu'on a analysés dans le monde, il y a 0 cluster en extérieur. Donc aujourd'hui, on doit avoir
un vrai choix de se dire citoyen dehors. Il faut créer là du sport dehors. Les gosses, on en marre de plus faire du sport. Il faut qu'il y ait une politique de sport dès ce printemps. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Il faut y avoir du beach volley en extérieur. Faut Donc avoir ouvre tout. Il faut avoir ouvre tout. Non, on ouvre dehors. J'ai bien dit dehors. Il faut faire du karaoké en extérieur, du beach volley en extérieur. Il faut. Moi, je serais pour organiser des pots de départ d'Emmanuel Macron en extérieur aussi. Est-ce que vous... Alors, j'ai vu que l'article 24 avait été modifié. On dit, ça y est, c'est respectueux. Comment c'était le texte déjà ? Le titre ? Respectueux des libertés, pour un nouveau pacte de sécurité. Franchement, passer de 1 an de prison et 45 000 euros d'amende à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour à peu près la même chose, je ne sais pas si c'est plus respectueux. Et je vois qu'en le passant dans le code pénal, la situation reste la même. Un policier, sur sa propre analyse, en manifestation, pourra procéder à une garde à vue, interpeller la personne, confisquer le matériel et procéder à une garde à vue. Sans doute que la justice le libérera derrière, je l'espère, puisque dans bien des cas, il n'y a absolument aucune provocation. Quant à ce que vous nous expliquez, Monsieur le Ministre, vous avez montré une image juste avant, indiquant que des photos de policiers et de leurs compagnons ou compagnes étaient affichées sur des halls d'immeubles pour les intimider. Je le condamne fermement, évidemment. Mais ce que je condamne, Monsieur le Ministre, c'est que vous ne trouvez rien à faire en la circonstance. Il va falloir attendre qu'on vote ce texte pour que vous agissiez, pour que vous protégiez les policières et les policiers en question. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Bien sûr que vous ne le dites pas, Monsieur le Ministre. Pourquoi vous ne le dites pas ? Parce qu'en l'état de la loi, vous avez les moyens d'agir et que vous ne savez pas défendre les policières et les policiers. C'est ça la réalité. Et si vous ne savez pas le faire, laissez votre place. Je la prendrai volontiers, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et avec énormément de plaisir. Là, je vais dire, je suis d'accord avec ce que vient de dire Zemmour, et j'ajoute ceci. Hollande, de ce point de vue, a commis le même acte, le même crime contre la démocratie, qui a tout faussé, qui a fini de fausser toutes les relations entre nous Français. En tout cas, comme Sarkozy avec Lisbonne. Voilà, c'est le parallèle absolu. Les Français votent non, et Sarkozy dit finalement ce qu'ils ont dit c'est oui. Il découpe le traité avec un cynisme total, il le recolle. Ce que je viens de dire là, c'est Giscard d'Estaing, c'est pas Mélenchon qui le dit. Et on l'impose aux Français avec l'appui d'une série de gens qui trahissent avec une bonne conscience absolue leur mandat au congrès de Versailles. J'ai voté contre, ils ont tous voté pour. Et j'ajoute que là, c'est de ça dont la France maintenant est en train de mourir. C'est-à-dire que l'outil démocratique, le moyen pour le peuple de donner son avis ayant été violé, faussé et perverti, plus personne ne croit que ça sert à quelque chose. Au moins, vous êtes d'accord avec la fin de mon livre, c'est déjà ça. Donc, je ne peux pas être d'accord avec un bout de votre livre. Là, je suis désolé, c'est exactement ce que j'écris. Oui, mais peut-être bien que la conclusion d'un antidémocrate, parce que vous êtes fondamentalement un antidémocrate et un contre-républicain. Un livre qui est traversé par la haine de la République. Pas du tout. De 1789. La République a été dévoyée. Non. Ça commence au début de la haine de la République. Je vous propose de vous échapper. L'identité française, Zemmour, c'est la République. Mais c'est 1789. Sinon, nous ne pouvons pas être français. C'est une erreur. Vous êtes en train de frapper au cœur de l'identité française. On a trouvé quand même quelques points communs entre vous. J'aimerais vous interroger. Je n'ai pas envie d'avoir des points communs avec lui. Oui, mais il y en a quelques-uns. Non, mais je viens pas là pour ça. Non, vous arrêtez les trucs de journalistes, on m'a déjà fait ça sur un plateau. Finalement, vous êtes des amis. Non, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je déteste la position qu'il a prise. It's all about humanity.